Salut à tous, bienvenue au jardin de Luchan. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la série Aménager un jardin. Dans cette série, je vous montre différents endroits du jardin, différents massifs, et je vous les montre en détail. Je vous explique parfois un petit peu d'où c'est parti, parfois de rien, souvent de rien d'ailleurs, et je vous explique les choix que j'ai faits, les plantes que j'ai sélectionnées et comment je les ai associées. Aujourd'hui, on se retrouve pour un massif un peu particulier, puisque c'est le massif qui a été aménagé autour du bassin que j'ai créé il y a quelques années. Vous allez voir qu'au début, il n'y avait vraiment pas grand chose, et puis aujourd'hui, on en est arrivé à ce qu'il y a derrière moi. On regarde tout de suite ça ensemble. Bien, alors commençons par le commencement, ce qui nous fait remonter en 2010. C'est l'année où j'ai pris la maison en location et que je suis arrivé avec un camion, un plein camion de 20 mètres cubes de plantes que j'avais déménagé de mon ancien jardin parce que je voulais les conserver. Cet endroit, il est situé au bout de la terrasse, côté ouest, et à l'époque, il n'y avait absolument rien, excepté de l'herbe et une haie de noisetiers qui bouchait la vue vers la route qui longe le jardin, mais qui bloquait également la lumière du soir. En 2015, c'est donc ici que j'ai décidé de créer un petit bassin, parce que je trouve que l'eau, c'est un élément essentiel au jardin, que ça amène de la vie, de la fraîcheur, et qu'en plus, avec une petite fontaine, on peut profiter d'un petit bruit de fond que je trouve très agréable. Alors j'ai bien dit un petit bruit de fontaine, donc il faut bien sûr adapter le débit de la pompe en conséquence. J'avais fait une petite série de vidéos consacrée justement à l'aménagement de ce bassin, et dans cette vidéo, je détaille entre autres ce que j'ai utilisé comme pompe. Donc je vous ai mis le lien en description. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, je vous invite à aller visionner cette série de vidéos. Bref, j'ai donc commencé à creuser le bassin à la main avec une pelle pour arriver à des dimensions adaptées à l'espace dont je disposais à cet endroit. Alors le bassin, il est volontairement pas rectangulaire et ses quatre côtés ont des longueurs différentes. La plus grande longueur, celle vers la fontaine, fait 2,30 m, celle au premier plan 2,10 m, et quant au côté, celui de gauche mesure 1,20 m et celui de droite 1,40 m. Pour ce qui est de la profondeur, je suis parti sur 70 cm parce que je voulais avoir assez de fond pour installer un nénuphar, et j'ai mis des poissons et je voulais également que ces poissons aient suffisamment d'espace. J'ai quand même aménagé des sortes de marches aux quatre coins du bassin, parce que certaines plantes aquatiques, elles ont juste besoin d'être recouvertes légèrement d'eau, mais elles ne pousseraient pas si elles étaient immergées au fond du bassin. J'ai bien sûr installé un feutre pour limiter les risques dus aux bouts de racines ou aux cailloux éventuels, bien que j'avais fait attention à nettoyer au maximum l'emplacement. Et au-dessus de ce feutre, j'ai ensuite installé une bâche EPDM. C'est un matériau qui ressemble un petit peu à du plastique ou à du caoutchouc, c'est un matériau qui est spécialement conçu pour cet usage. Pour le tour du bassin, j'ai opté pour des grosses poutres en chêne, parce que j'aime bien l'alliance du bois, de l'eau et des végétaux, même si le chêne c'est pas l'essence la plus résistante dans le temps. A priori, il vaut mieux s'orienter vers de l'acacia ou du châtaignier. Mais bon, j'avais eu l'occasion, l'opportunité de récupérer ces poutres, donc je les ai mises à profit dans cet aménagement. Dans ce coin du jardin, il y avait une vieille borne routière en pierre, à moitié enterrée, et en plus il y avait un trou au milieu, donc je me suis tout de suite dit que ce serait parfait comme base pour créer une fontaine. Alors je vous cache pas qu'elle pèse très lourd, et qu'on a bien galéré à trois pour la déterrer, la bouger et la mettre en place, mais bon, on a quand même réussi. Enfin, dernière chose, j'ai aussi disposé des parpaings dans le fond du bassin, ce qui en plus de fournir des cachettes aux poissons, m'a permis de poser des roches au milieu du bassin pour un effet que je voulais un peu plus naturel. Depuis la création du bassin, j'ai fait arracher la haie de noisetier et aujourd'hui, on a plus vraiment ce sentiment d'enfermement. Et en plus, le soir, on peut profiter des derniers rayons du soleil, ce qui rend le coin vraiment plus agréable. Bien sûr, j'ai voulu fondre ce bassin dans la végétation, et j'ai choisi des plantes qui acceptent de pousser dans des endroits plutôt ombragés, ou en tout cas pas hyper lumineux toute la journée. Dans l'eau, j'ai installé de la myriophylle, qui est une plante aquatique dont le but est avant tout épurateur. Comme il y a des poissons dans le bassin, qu'il n'y a aucun filtre et aucun traitement, c'est donc aux plantes de faire le job et de recycler les nitrates pour en faire des éléments nutritifs. La myriophylle, je l'ai simplement jetée dans l'eau et puis elle se débrouille toute seule. Alors il faut juste que tous les ans j'en enlève parce qu'elle se développe énormément pendant une saison et qu'elle finirait par prendre toute la place de l'eau. Côté plante ornementale, j'ai installé un nénuphar au fond, dans un panier ajouré. Alors ce sont des paniers qui sont spécialement conçus pour ce genre de culture, et dans lesquels on met un substrat adapté, c'est-à-dire une argile assez lourde, ce qui évite que la terre se barre du contenant et se retrouve à flotter dans l'eau par exemple. Alors malgré le peu de lumière dans cette zone du jardin, en fait le nénuphar il arrive à fleurir, et il offre une jolie floraison rose, il fait d'ailleurs souvent plusieurs fleurs dans la saison.
À une époque, il y avait aussi une Houtunia caméléon, qui est une vivace au beau feuillage panaché de vert, de crème et de rose, à l'odeur un peu particulière, il y en a qui n'aiment pas trop, qui en pleine terre peut être assez envahissante, mais ici dans un panier dans le bassin, j'avais pas ce problème. Le problème que j'ai eu, c'est que Starsky, quand il était encore chiot et pas éduqué, s'était amusé à me l'arracher, et bon en fait depuis je l'ai jamais remplacé. Sur la gauche, on voit une très graphique prêle d'hiver, et qui s'étome Yemal, ou Yemalé, je ne sais pas trop comment on le prononce en fait, dont les tiges verticales apportent une touche assez contemporaine, même en plein cœur de l'hiver, parce que c'est une plante persistante. Elle aussi, elle pousse dans un panier, d'ailleurs il faudrait que je pense à la diviser, parce qu'elle commence à manquer sérieusement de place. Alors contrairement à un bassin naturel, donc sans bâche, ici les berges sont comme ailleurs dans le jardin, c'est-à-dire que l'eau du bassin ne s'y infiltre pas, donc il n'est pas de question de mettre des plantes de berge qui ont généralement besoin d'un sol constamment humide. Je suis donc parti sur des plantes de massif, on va dire classiques. Derrière après, il y a un superbe exemplaire de Daphné Odora Mariani Roquebrette, qui est un des transfuges de mon ancien jardin. Cet exemplaire, il a donc maintenant une quinzaine d'années, dont 12 à cet endroit, puisqu'il avait passé 3 ans avant dans mon ancien jardin. Et je l'ai planté ici en 2010, soit 5 ans avant la création du bassin. Il forme aujourd'hui un très bel arbuste au port arrondi qui fait environ 1m30, 1m50 en tous sens. Il a l'avantage de posséder un feuillage persistant, très lumineux, parce que c'est un vert qui est largement marginé de jaune. Et en prime, il fleurit à un moment où beaucoup d'autres plantes sont en sommeil, c'est-à-dire entre la fin décembre et février. Et cerise sur le gâteau, sa floraison, elle est divinement parfumée. Et quand je vous parle de parfum, croyez-moi, c'est une véritable tuerie, c'est capable d'embaumer plusieurs mètres à la ronde. Alors je ne vais pas détailler les conditions de culture des plantes que je vous présente ici, puisque le but de ce type de vidéo, c'est avant tout de vous montrer des ambiances et de vous parler des associations que j'ai choisies, que j'ai créées. Mais dans la description de la vidéo, je vous mettrai des liens vers certaines de ces plantes, et vous y trouverez plus d'infos sur la façon de les cultiver au jardin. On poursuit avec une très belle et très gracieuse graminée d'ombre, dont le port en fontaine s'intègre particulièrement bien près d'un point d'eau. Alors je vais bien sûr parler de la Conecloa, ici dans sa version Auréola, qui est une variété au feuillage panaché de vert et de crème, qui prendra ensuite des teintes dorées en automne, et puis qui séchera en devenant plus paille et parcheminée en hiver. Un petit nettoyage en début de printemps, et elle prend peu à peu plus d'ampleur chaque saison, en s'étalant lentement mais sans être envahissante. On reste dans les graminées, avec en arrière-plan 2 miscanthus. L'un d'eux va présenter des traits jaunes verticaux sur un feuillage vert. Ça, c'est la variété Zebrinus. L'autre, j'ai jamais réussi à l'identifier. C'est un miscanthus que j'ai déjà dans un autre endroit du jardin et que j'avais divisé pour pouvoir l'installer ailleurs, comme ici derrière le bassin, là où il y a un peu plus de lumière et de soleil. Alors lui, je l'aime beaucoup parce que son feuillage est très fin, il a un port très gracieux et qu'en plus, il prend de très belles couleurs en automne. J'aime un peu moins Zebrinus, mais je dois avouer que ces bandes verticales plus claires font un peu le même effet que les rayons du soleil qui filtrent à travers les arbres, et que du coup ça crée une certaine dynamique qui n'est pas inintéressante. On la voit pas encore trop sur la vidéo, et elle a un petit peu de mal ici, parce que le sol, il manque tout simplement de fraîcheur, hein. Ce sont des plantes qui aiment bien avoir des sols très frais, très humides. Mais derrière la borne, il y a une fougère qu'on connaît sous le nom d'Osmonde royal, Osmunda regalis. C'est en fait la plus grande fougère de nos régions, et elle est normalement capable de monter à près de 2 mètres. Bon, pour l'instant, elle en est loin, mais bon, je désespère pas qu'elle finisse par prendre un peu plus d'ampleur, d'autant plus que ses couleurs d'automne, qui sont rouille à orangé, sont également splendides. À droite de la borne, on aperçoit le feuillage panaché de vert et de crème d'un érable du Japon, la serre Butterfly, dont les jeunes pousses sont fortement teintées de rose. Bon, lui, il faudrait que je m'en occupe parce qu'il est dans ce petit pot depuis un moment maintenant, et ma foi, il a bien du mérite de pousser dans ces conditions. Un contenant un peu plus grand, un nouveau substrat, je pense que ça lui ferait le plus grand bien. En tout cas, son feuillage clair, il ressort particulièrement bien dans ces conditions de faible lumière. Bien visible aussi un iris des marais, Iris pseudacorus, dont la variété qu'on voit ici, qui s'appelle variegata, offre un feuillage lancéolé, donc en forme de lance, bien érigé, qui est d'un vert tendre à rayures crème. Alors là, il vient juste de terminer sa floraison, on est le 13 mai. Il a produit des fleurs jaunes qui, de mon point de vue, sont pas aussi intéressantes que son feuillage. D'ailleurs, c'est d'ailleurs en raison de son feuillage lumineux que je l'ai sélectionné, et beaucoup moins pour sa floraison. Les feuillages au jardin sont en effet plus importants que les fleurs, parce que leur effet dure souvent bien plus longtemps que celui procuré par les floraisons. Donc c'est aussi pour cette raison que j'ai installé, à droite du moaï qui veille sur le bassin, une autre très belle fougère, dont le feuillage vert est persistant. Mais c'est surtout en ce moment qu'elle est la plus belle,
quand elle développe ces nouvelles frondes qui ont des tonalités orange cuivré qui sont vraiment de toute beauté. Les fougères, ce sont de superbes plantes. Si vous avez un coin d'ombre, un peu frais, c'est mieux, et dans un sol plutôt humifère. Pour moi, ils évoquent immanquablement les ambiances de sous-bois, les promenades en forêt. Et personnellement, je les aime vraiment beaucoup. D'ailleurs, j'en installe de nouvelles au jardin régulièrement. Il y a une plante qu'on ne voit pas très bien sous cet angle de vue, mais derrière le daphné pousse une grosse touffe de Crocosmia lucifera, dont le feuillage est lancéolé également. Il est vert, il rappelle un peu celui des iris. La floraison, elle, est rouge et jaune, elle intervient vers juin-juillet, et ça, la plante a un look franchement exotique, et ça apporte une touche un peu luxuriante et tropicale à un massif. Enfin, dernière plante visible dans cette scène, c'est bien sûr un grand seringa. Il fait aujourd'hui environ 4 mètres de haut. Il vient de commencer à se couvrir d'une très abondante floraison blanche, très parfumée. Et ce que j'aime aussi beaucoup chez ce seringa, c'est qu'en automne, bah, il va se teinter d'or, ce qui va rajouter beaucoup de chaleur à cette association. Voilà, vous voyez qu'on peut intégrer un petit point d'eau, même dans un petit endroit, puisqu'il suffit de construire un bassin avec des dimensions modestes, ce qui n'empêche pas d'avoir un coin vraiment sympa, avec le bruit de l'eau, qui est bien reposant. Si cette vidéo vous a plu, bah, vous n'hésitez pas à liker, à commenter, à la partager, puisque bah, ça permettra à d'autres personnes peut-être de découvrir que bah, finalement c'est pas très compliqué de se créer un petit bassin dans un jardin. Si vous le souhaitez, vous pouvez également faire un don à la chaîne avec l'option Super Thanks. Dans tous les cas, merci de votre fidélité, à très bientôt pour une nouvelle vidéo et bon jardinage. Ciao!